Très heureuse de vous retrouver pour la rétrospective environnementale. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, le Togo se prépare pour le forum de Washington sur les énergies renouvelables. Un atelier a été organisé mercredi dernier à Lomé en marge de ce grand rendez-vous. Que retenir de cette rencontre? Vous le saurez dans ce journal. L'Afrique du Sud est frappée par une violente tempête. Au moins 1000 maisons ont été rasées et 4000 déplacées. Et puis le gouvernement ivoirien durcit le temps contre les actes de pollution. Dorénavant, les sanctions encourues de ces actes passent de 1 à 6 ans d'emprisonnement et d'1 million à 100 milliards d'amendes. C'est tout le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de cette édition. Le Togo va participer à un forum sur les énergies renouvelables et le changement climatique du 22 au 26 juillet prochain à Washington aux États-Unis d'Amérique. Mais bien avant ce forum, un atelier préparatoire s'est tenu en ce sens mercredi dernier à Lomé. L'atelier a réuni 12 ONG togolaises et des acteurs des institutions publiques. Voyons cela avec Francesca Dessou. Dans le cadre de sa feuille de route 2020-2025, le Togo intensifie ses efforts pour un développement durable. L'ONG Action des jeunes pour le développement intégral a jeudi, en partenariat avec l'association Jeunesse Initiative pour l'évolution du Togo, JPET, a organisé à Lomé un atelier préparatoire au forum sur les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique prévu à Washington-Seattle du 22 juillet au 26 juillet 2024. Cet atelier a réuni 12 ONG togolaises et des acteurs publics. Sylvain Akati, directeur exécutif de la JEDI, a mis en avant l'objectif du Togo de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 21,5% d'ici 2030, a présenté Champ Energy, une machine innovante produisant du gaz à partir de déchets comme une solution clé. L'atelier vise à informer sur le projet Champ Energy qui promeut la transition énergétique au Togo en produisant du gaz, de l'électricité et des engrais à partir de déchets. Ce projet contribuera à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à améliorer la qualité de vie. Un atelier a été initié par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial. Il entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion durable des terres et écosystèmes des zones semi-arides du Nord Togo. La rencontre a eu lieu la semaine dernière à Defalé, dans la commune de Felgou 2. Les détails avec Francesca Dessou. Lors d'un atelier organisé le 8 et 9 juillet à Defalé, commune de Djufelgou 2, les documents techniques relatifs à la sauvegarde environnementale, sociale, des moyens de subsistance ainsi que ceux concernant la cartographie participative des services écosystémiques et les échanges sur les risques ont été validés. Cette initiative dirigée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial FEM s'inscrit dans le projet de gestion durable des terres et écosystèmes GDTE des zones semi-arides du Nord Togo. L'atelier a rassemblé divers acteurs, y compris des élus locaux, des représentants de la chefferie traditionnelle, des organisations de la société civile et des parties prenantes impliquées dans la restauration des écosystèmes des régions des savanes et de la Kara. Durant cet atelier, les participants ont passé en revue et validé les résultats des experts concernant des documents techniques sur la sauvegarde environnementale et sociale, les moyens de subsistance et la cartographie participative des services écosystémiques. Ils ont également approuvé des documents relatifs aux études d'impact environnemental et social EIS, au mécanisme de gestion des plaintes MGP, ainsi qu'au plan de gestion des groupes ethniques PGGE et des pesticides et pesticides, PGPP. Les plans d'action pour les moyens de subsistance PAM et de réinstallation PAR ont été examinés en détail.
Aweso Balakim, coordonnateur du projet GDTE, a indiqué que cet atelier avait pour objectif de valider les études réalisées par les consultants et experts afin de garantir que les documents répondent aux attentes des acteurs concernés. Moubarak Djobo, spécialiste en sauvegarde environnementale du projet GDTE, a précisé que cette validation permettrait d'ajuster les activités des équipes sur le terrain et de prévenir les impacts négatifs, assurant ainsi une mise en œuvre efficace d'un projet pour répondre aux besoins des populations bénéficiaires. La Côte d'Ivoire durcit la loi contre les actes de pollution. La nouvelle loi a été annoncée par le directeur du Centre ivoirien anti-pollution, Bernard Yapo Ossé. Elle passe désormais de 1 à 6 ans d'emprisonnement et d'1 million à 100 milliards d'amende. Reportage. En Côte d'Ivoire, les actes de pollution sont passibles de 1 à 6 ans d'emprisonnement et d'1 million à 100 milliards de francs CFA d'amende. C'est ce qu'a indiqué le directeur du Centre ivoirien anti-pollution, Bernard Yapo Ossé, dans un entretien accordé au Centre d'information et de communication gouvernementale. Dans le même entretien, le directeur a également évoqué les cas de pollution les plus récurrents, parmi lesquels la pollution des eaux, dont les sources sont diversifiées, la pollution de l'air et la pollution plastique. Il affirme que ces 3 types de pollution sont très importants. Selon lui, la pollution de l'air n'est certes pas visible, mais on la sent au travers de ses conséquences qui sont très nombreuses, notamment les différentes infections respiratoires dont souffrent les populations. Comme toutes les lois universelles, la loi ivoirienne interdit tout acte de pollution. Le directeur a poursuivi en énumérant les sanctions qu'encourent les personnes qui s'adonnent à cet acte. Les sanctions sont inscrites dans la section 2 du titre 5 qui contient 31 articles allant de l'article 226 à l'article 256. Cette section présente tous les éléments punitifs et les sanctions afférentes à la pollution de l'environnement. Pour récapituler, il précise qu'il y a des amendes qui vont de 1 à 10 millions de francs CFA, de 10 à 50 millions, de 50 à 100 millions, de 1 à 100 milliards. Ces amendes et peines sont prononcées en fonction de la puissance de la pollution. Les Ivoiriens sont donc invités à ne pas polluer leur environnement, a affirmé le directeur du SIAPOL. La Fondation Coca-Cola a accordé une aide financière de 10 millions de dollars à l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Island Plus. Elle vise à réduire la pollution plastique et à promouvoir l'économie circulaire dans cette île africaine. Suivant. La Fondation Coca-Cola a octroyé une aide financière de 10 millions de dollars à l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet Island Plus, dont l'objectif est de réduire la pollution des déchets plastiques et de promouvoir des solutions d'économie circulaire dans cette île africaine. Parmi ces îles, le Cap-Vert, les Comores, les Seychelles, Madagascar, Maurice, Zanzibar, Sao Tomé et Principe. Ces îles ont été choisies en raison de leur vulnérabilité à la pollution plastique et de l'importance de protéger leur écosystème unique. Le projet va durer 3 ans et se concentre sur la collecte et le recyclage des déchets plastiques, ainsi que sur l'amélioration des conditions de vie des personnes travaillant dans le secteur informel des déchets. La lutte contre la prolifération des déchets d'emballage fait partie de nos objectifs prioritaires, a déclaré Aïcha Fauzi, directrice principale des affaires publiques, des communications et du développement durable de Coca Westland. Elle précise que l'UICN dispose d'une expertise avérée dans la gestion des déchets plastiques en Afrique et est capable de couvrir l'ensemble des territoires sélectionnés pour le projet grâce à son réseau global et son expérience. La mission principale des Coca-Cola Foundation est de faire une différence positive dans les communautés du monde entier.
Le projet Island Place est aligné sur la déclaration ministérielle adoptée par la conférence ministérielle sur l'économie bleue et circulaire dans les États insulaires d'Afrique et de l'océan Indien en septembre 2023. Il s'inscrit également dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment ceux liés à la consommation et à la production responsable. Le président de la République de Maurice, Pradip Rumpun, a donné le coup d'envoi du projet Island Place au Morne en présence du président de la Fondation Coca-Cola, Carlos Paguaga, et le directeur de l'Union internationale pour la conservation de la nature, Afrique orientale et australe, Luther Bois Anoukor. Il a salué et encouragé cette initiative conjointe de la Fondation Coca-Cola et de l'UICN et d'autres initiatives de ce type pour le continent africain et le monde. Je vous le disais en titre, en Afrique du Sud, les vents violents ont détruit environ 1000 maisons dans les quartiers informels du Cap et 4000 personnes déplacées. L'annonce est faite par les autorités et l'organisation humanitaire Gift of the Givers. Le constat de Lyon Sabo. Les autorités météorologiques sud-africaines ont déclaré que le Cap et ses environs devraient être touchés par plusieurs fronts froids jusque dans les jours à venir. Ils apporteront des pluies torrentielles, des vents violents et des inondations. L'équipe de coordination des catastrophes du Cap est en état d'alerte depuis l'arrivée du premier front la semaine dernière. Les zones les plus touchées sont les quartiers pauvres et informels situés dans la périphérie de la deuxième plus grande ville de l'Afrique du Sud. Des milliers de personnes ont été déplacées dans le township de Kailicha, dans la banlieue du Cap, après que des vents violents aient détruit des maisons et d'autres structures. L'organisation humanitaire locale Gift of the Givers a déclaré avoir fourni 10 000 repas et 3 000 couvertures aux personnes déplacées. D'autres régions ont été inondées et les intempéries ont occasionné des coupures de courant dans plus de 30 banlieues, a indiqué la municipalité du Cap. Elle ajoute qu'elle surveillait le niveau des barrages pour s'assurer qu'ils ne débordent. La municipalité envisage également une libération contrôlée d'eau en cas de pluies plus fortes qui sont attendues cette semaine. Le Cap est souvent confronté au fond froid provenant de l'océan Atlantique pendant les mois d'hiver en milieu d'année. Ces vents sont particulièrement dévastateurs pour les quartiers pauvres. Restons toujours en Afrique du Sud. Le pays souhaite atteindre un objectif zéro carbone d'ici 2050. Lors du congrès du Trésor national sur la résilience climatique tenu du 15 au 16 juillet dernier, le président Cyril Ramaphosa a souligné que son pays va adopter une transition énergétique soutenue par une économie à faible émission de carbone. Les précisions de Irène Papadien. L'Afrique du Sud, premier pollueur du continent africain et 14e au rang mondial selon la Greenpeace, s'engage sur la voie de la neutralité carbone d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif ambitieux de zéro émission d'ici 2050, la nation arc-en-ciel s'engage à investir massivement dans les énergies renouvelables. À cet effet, le plan d'investissement pour une transition énergétique juste prévoit un investissement chiffré à 98 milliards de dollars. Selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa, ce projet vise à mieux préparer le pays à résister aux risques économiques posés par le changement climatique tout en profitant pleinement des opportunités de la transition énergétique. Dans sa lutte contre le changement climatique, l'Afrique du Sud franchit une étape significative avec l'imposition d'une taxe carbone sur les émissions de carbone aux entreprises depuis 2019. Celle-ci génère des revenus substantiels destinés à financer des initiatives cruciales pour l'environnement. Dans le but de financer l'adaptation au changement climatique et remédier aux pertes et aux dommages, le gouvernement du pays d'Afrique australe prévoit de créer un fonds de réponse au changement climatique d'ici mars 2025. Le Soudan du Sud abrite une grande migration de mammifères au monde. C'est selon les résultats d'une étude aérienne du paysage de Boma Badingilo. Cette étude a été menée dans le cadre d'un partenariat entre le ministère sud-soudanais de la conservation de la faune et du tourisme et l'organisation de conservation African Parks. Pour en parler, Alexandra Adekapi. C'est un record mondial salué par le président Salva Kiir Mayadi.
Le Soudan du Sud abrite la plus grande migration de mammifères terrestres sur Terre, soit 6 millions d'individus. C'est le résultat de la première étude aérienne complète du paysage de Bouma-Badingilo-Bangléi menée dans le cadre d'un partenariat entre le ministère sud-soudanais de la conservation de la faune et du tourisme et l'organisation de conservation African Pax avec le soutien de The Wild Nest Project. L'étude a été menée sur un bloc contigu de 122 774 km², englobant l'ensemble de l'aire de répartition connue des 4 principales espèces d'antilopes migratrices dans le cadre de la grande migration du Nil. Il s'agit du kobe à oreilles blanches, de la gazelle de Mongala et du tiang qui migrent dans l'écosystème de Bouma-Bodegilo-Bangléi, mais aussi vers le parc national de Gambela en Éthiopie. Les parcs nationaux de Bondegilo et de Bouma, qui font désormais la fierté du Soudan du Sud, s'étendent sur près de 3 millions d'hectares et font partie intégrante d'un écosystème plus vaste de 20 millions d'hectares qui s'étend à travers le corridor de Jonglei jusqu'au Nil Blanc. Outre les antilopes, les girafes de Nubie en danger critique d'extinction, 2 lions du Nord et de guépards d'Afrique de Nord-Est vivent également dans cet écosystème. La stabilité dans la conservation de cette importante population faunique intervient après des décennies d'instabilité et de conflits ethniques qui ont gravement affecté la vie des populations locales et autour de Bodegilo et de Bouma. Si la population d'animaux migrateurs connaît la croissance, la situation n'est pas du tout la même pour certains grands mammifères. Cette protection de la biodiversité devrait se faire en prenant en compte les communautés qui vivent au sein du paysage de Bouma-Bodegilo-Bangléi. Dans le reste de l'actualité, le Maroc envisage de produire plus de 100 000 tonnes d'hydrogène vert d'ici 2029. Le chef du gouvernement, Aziz Aknouch, a annoncé la mobilisation d'une assiette foncière de 1,5 million d'hectares pour mettre en œuvre l'offre du Maroc. C'était lors d'une séance plénière à la Chambre des représentants du Maroc lundi dernier. Irène Papadia. Une assiette foncière de 1,5 million d'hectares a été mobilisée pour mettre en œuvre l'offshore Maroc relative au développement de l'hydrogène vert. En effet, le Maroc a lancé ce projet en 2024 avec pour intention de réserver une partie du domaine public pour accueillir 8 sites de production. Parmi les mesures incitatives initiées dans la filière hydrogène vert figure la simplification de 22 procédures et la réduction de 45% des documents requis pour les opérations d'investissement, dont 50% sont liés à la mobilisation de l'assiette foncière et 45% aux licences d'exploitation. Avec une capacité combinée de 1,8 gigawatts en énergie solaire et éolienne, le Maroc prévoit entre 2028 et 2029 la production de plus de 100 000 tonnes d'hydrogène vert et de 600 000 tonnes d'ammoniac vert. Selon Serge Parfait Dioman, expert international en industrie pétrolière et énergie, l'hydrogène vert est un produit qui profitera au pays, profitera au continent africain et au reste du monde dans une vision énergétique et écologique. Cet engagement fort du royaume marocain pour le développement de l'hydrogène vert constitue un potentiel significatif pour le marché local mais aussi pour l'export. Toutefois, en raison des contraintes liées à la gestion foncière dans le domaine rural, le gouvernement a décidé de simplifier à hauteur de 33% les procédures concernant l'autorisation des permis de construire. Le rendez-vous est fixé sur le mois d'avril 2025. Un troupeau de marionnettes fait à base du matériel recyclé va traverser une partie du monde. Le but de cette tournée est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur le danger du réchauffement climatique. On fait le point avec Léon Sabou. Comment faire comprendre aux populations que l'urgence climatique est bien une réalité? C'est la question que se pose l'organisation des Earths qui estime qu'il faut passer par les émotions. Avec la participation des étudiants de Wimbledon College of Arts, ils ont eu à concevoir une troupe d'animaux à partir de matériaux recyclés tels que le métal et le carton. Je ne sais pas si notre démarche changera le monde. Il est fort probable que ce ne soit pas le cas. Mais ça n'a pas d'importance car cela vaut la peine d'essayer. L'idée
est de créer un projet qui traite du changement climatique d'un point de vue émotionnel, d'une expérience sensorielle et non pas d'un point de vue scientifique. Je pense que le problème n'est pas le manque de connaissances, je pense que le problème est que nous en savons tellement que nous en sommes devenus désespérés. Nous devenons défaitistes et c'est pourquoi nous avons besoin de nous souvenir de la beauté de la nature. Ces marionnettes prendront part à un grand voyage. En avril 2025, ce troupeau d'animaux partira d'Afrique centrale, précisément du bassin du Congo, pour traverser l'Afrique et l'Europe jusqu'au mois d'août de la même année. Tout au long de ce parcours de 20 000 km, d'autres marionnettes d'animaux originaires des pays traversés se joindront au groupe. Au final, ce sont plus de 150 espèces d'animaux qui seront représentées pour rejoindre la pointe nord de la Norvège. Tout ce parcours pour attirer l'attention sur le changement climatique. Rappelons qu'en 2021, l'équipe initiatrice du projet avait marqué les esprits avec une démarche similaire. Afin de sensibiliser sur la crise des réfugiés, ils avaient conçu une marionnette géante. Baptisée Little Amal, elle avait traversé 15 pays de la Turquie au Royaume-Uni en passant par l'Ukraine, le Mexique et les États-Unis. Et pour terminer, l'Europe centrale et méridionale sont étouffées depuis plusieurs jours par la canicule. En Italie et en Roumanie, la température est souvent supérieure à 40 degrés. Des milliers d'hectares de forêts sont également partis en fumée. Vivace Ama. Les populations du vieux continent étouffent sous la canicule estivale. Dans plusieurs villes européennes comme à Rome, les touristes et les habitants sont essoufflés sous la chaleur. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des personnes qui souffrent de la chaleur. On essaye parfois de raccourcir les tours, on fait des pauses régulières, au moins toutes les demi-heures pour que tout le monde puisse aller boire. Et c'est vrai que les conditions sont particulièrement difficiles sur cette période-là. Pour avoir un peu de fraîcheur, certaines personnes se dirigent vers les zones côtières. Nous avons mis du temps pour venir dans un endroit plus frais afin de nous détendre. J'espère que les températures baisseront dans les prochains jours. On met de la crème solaire et on s'hydrate tout le temps. On ne peut pas faire autrement. Dans les pays comme l'Albanie et la Bulgarie, les incendies ravagent les forêts depuis une semaine. Les pompiers sont aux prises avec les flammes. Déjà 15 000 hectares sont partis en fumée, avec des villages complètement décimés. L'Europe est, d'après certains chercheurs, le continent qui se réchauffe le plus au monde, avec des moyennes qui dépassent doublement celle mondiale. Et pour cause, le niveau des océans n'a jamais cessé de surchauffer. Le record des températures de l'été dernier sera probablement battu encore cette année, avec le mois de juin qui est considéré comme le 13e mois consécutif le plus chaud jamais enregistré. C'est la fin de ce journal de la rédaction de Green TV International. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à tous.